Bonjour à tous. Eh bien, déjà, j'espère que vous allez tous bien. On va essayer de faire au mieux, de continuer notre cours. Je crois que dans la plupart des matières, il y a des choses qui se mettent en place avec des techniques plus ou moins évoluées. Moi, de mon côté, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça sera suffisamment agréable pour vous. Voilà, j'ai un micro qui est même pas dédié à la voix, c'est pour enregistrer des instruments normalement, donc je pense que ça va pas être forcément génial, mais on va quand même faire au mieux. Et je vous donnerai au fur et à mesure les instructions pour mettre en place un chat. Dans d'autres matières, vous avez utilisé par exemple Discord, donc j'ai appris ça, j'ai créé un compte, un serveur, je vais vous donner l'adresse sur e-learning, donc on va essayer de mettre ça en place, on va faire au mieux, et j'espère qu'on va tous bien s'en sortir. J'ai confiance en vous pour le fait que vous continuez de travailler, puis voilà, on va publier au moins 2 types de vidéos. Il y aura des vidéos de cours. Simplement, voilà, j'expliquerai le cours en prenant comme support les diapos. Je vous mettrai évidemment les PDF sur le site une fois que ce sera fait. Comme ça, vous pourrez les réviser à votre guise. Et il y aura un deuxième type de vidéo pour les TP. Donc, ils sont à destination donc des étudiants de mon groupe, mais tout le monde peut les regarder. Évidemment, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, je vous conseille de les regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous aiguiller principalement sur les difficultés principales de chaque sujet, peut-être. Et voilà, voir un petit peu les points un peu critiques et peut-être faire des corrections sur les TP précédents. Donc ici, ça c'est une séance de rattrapage TP5 parce que j'étais absent la semaine dernière. Et donc voilà, on va corriger ça. Donc le rendu est à faire donc pour une semaine quand je mettrai la vidéo, donc probablement mardi 17. Donc ça veut dire que vous aurez une semaine à partir de là pour terminer. Voilà, donc on va commencer. Donc ce TP numéro 5 consiste à étudier la notion de fonction d'ordre supérieur, un point qu'on a abordé dans le cours. Et évidemment, il faut pratiquer un peu tout ça, ce sont des choses pas forcément évidentes, donc je vous rappelle l'idée principale. Une fonction d'ordre supérieur, la définition elle est toute simple, c'est une fonction qui prend en entrée une autre fonction ou qui renvoie une fonction. Donc c'est une fonction qui agit sur les fonctions, ce qui nous donne un niveau d'abstraction supplémentaire parce que la plupart des fonctions que l'on manipule agissent sur des valeurs. D'accord, une fonction, en règle générale, ça prend des arguments qui sont d'un type donné, qui ont des valeurs particulières et ça vous calcule une valeur. Et si vous vous rappelez, l'un des principes de la proc fonctionnelle, c'est que la fonction est une notion de base, donc c'est une notion quasi aussi atomique que la notion de valeur, un petit peu moins quand même, mais on peut la traiter de manière totalement similaire. Donc dans le paradigme fonctionnel, les fonctions d'ordre supérieur sont vraiment un élément central. Ça nous permet d'une part d'écrire des choses élégantes, en très peu de lignes de code en fait. Vous allez pouvoir écrire des fonctions de tri, de recherche d'éléments, des opérations complexes sur des listes, des arbres. Donc de manière vraiment concise, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça vous permet une réutilisabilité de votre code. Mettons que vous ayez un tri qui marche, et vous allez pouvoir le paramétrer différemment pour trier selon d'autres critères, sans avoir à recoder un tri. Donc tout ça est accessible aussi en C. Vous savez, avec les fonctions de comparaison, avec des voids d'étoiles. Mais on est à la limite du C quand vous faites ça. C'est-à-dire là, vous poussez un peu le C dans ses retranchements, pas tout à fait, mais presque. Le C n'est pas prévu vraiment pour ça à la base, tandis que le camel, lui, c'est voilà, tous les matins, tous les jours, il sait faire ça, sans traitement, sans préparation particulière, sans pointeur, etc. Voilà, donc une fonction d'ordre supérieur, ça consiste à faire ça. On a vu quelques exemples en cours, on avait vu des types qu'on déclarait avec des fonctions à l'intérieur, comme le type image, le type mot.
Donc rassurez-vous, vous allez avoir un TP qui va traiter exactement de ça. Nous, on va se placer un tout petit peu juste avant cette notion, ça tourne autour, et on va regarder la notion de curification. La notion de curification. Alors ouais, je vais mettre ça en commentaire parce que sinon, quand je ferai des inclusions, il n'y a rien qui passera. Et on va enlever la vérification orthographique. Voilà. Donc, la curification, c'est un procédé qui consiste à voir toute fonction à plusieurs entrées, donc à plusieurs paramètres, comme en fait une fonction à une entrée et qui renvoie une autre fonction. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ça, c'est de la révision du cours, mais ça fait pas de mal de revoir les choses, puisque ces éléments-là ne sont pas forcément si simples. Prenons la fonction let, je vais même l'écrire carrément dans un environnement code, donc let, on va l'appeler par exemple mul, comme multiplier. Tout simple, la fonction mul, ça prend deux entrées A et B, et ça vous renvoie A fois B plus 1, mettons. Voilà. Donc on va l'interpréter ici. Tout va bien, j'ai la fonction mul, et vous pouvez observer que vous avez en effet une entrée là et une entrée ici. Donc son type, et une sortie, pardon, en dernier. Le type de mul, donc on va revenir en commentaire peut-être. Le type de mul, c'est donc int, flèche int, flèche int. Pas de mystère. Donc en toute généralité, quand vous avez des fonctions qui ont plusieurs entrées, donc c'est tout à fait correct de dire que vos fonctions ont plusieurs entrées, bien qu'en interne, en fait, vous allez voir que par curification, ce sont que des fonctions à une entrée. Je vais vous le réexpliquer dans quelques instants. Quand vous avez ce type d'expression de type là, donc vous avez A, flèche B, alors on va plutôt écrire A1, flèche, A2, flèche, A3, ainsi de suite, jusqu'à mettons flèche A petit n ou B, et bien là vous avez n entrées qui sont les AI, les 1 indice I, et une sortie qui est B. Le type 1, là je fais référence au type à chaque fois. Voilà. En fait, cette signature de type, elle peut être comprise comme ça. Vous savez que vous avez une associativité de droite à gauche. Donc en fait, je peux parenthéser sans changer la valeur de mon expression de type de droite à gauche. Donc j'ai ça, ça, et pour être rigoureux, il faut également placer le parenthésage global. Donc voilà, j'ai ce parenthésage-là, et si j'enlève quelques parenthèses, on va y voir un peu plus clair en fait. Je vais en fait remettre le parenthésage précédent, et je vais juste mettre celui-ci. Juste ces parenthèses-là qui existent, hein, ce sont ces parenthèses qui sont là, vous voyez, ici, de là à là. Et là, qu'est-ce qu'on devine en fait? Ben, on devine qu'en fait, on a une fonction à une entrée, A indice 1, et une sortie, donc une sortie, toujours une sortie. Quand vous avez 0 sortie, c'est une constante. Sinon, c'est soit 0, soit 1, il n'y a pas de fonction à deux sorties. Dans ce cas, il faut renvoyer des couples, mais un couple, ça n'est rien d'autre qu'une seule sortie quand même, que vous amalgamez ensemble. Donc là, vous avez une sortie qui est de type tout ça. Donc ce que vous avez ici, c'est en fait une sortie qui est une fonction. Et en fait, la curification, bah, ça consiste justement à postuler cette équivalence-là, qui vous dit que toute fonction a plusieurs entrées, bah, ça n'est rien d'autre qu'une fonction à une entrée qui renvoie des fonctions. Et on va l'observer mécaniquement comment ça marche. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, la curification. Toute fonction à plusieurs entrées est en réalité une fonction à une entrée et une sortie
fonctionnelle, donc une sortie d'ordre supérieur. Je vous rappelle, d'ordre supérieur, c'est que votre fonction renvoie ou prend des entrées. Donc d'ordre supérieur. Ça, c'est la curification. Bah, prenons mul maintenant. Mul, son type, c'est ça. On a dit que ça a une entrée. Donc mul, déjà, juste pour vous montrer, voilà, vous pouvez l'appeler avec 10 et 20. Standard, ça vous renvoie 10 fois 20 plus 1, 201. Pas de problème. Mais là, je vous ai expliqué que la curification vous impose que mul est en fait une fonction à une entrée. Donc je devrais pouvoir l'appeler avec une seule entrée. On va voir ce qui se passe. Vous connaissez peut-être déjà la réponse si vous avez révisé un petit peu le cours. Bah ça marche. Et c'est ça qui est intéressant. Je peux appeler avec moins d'entrées ma fonction. C'est vraiment très malin. Et qu'est-ce que ça me renvoie? Bah, de manière attendue, ça me renvoie une fonction int flèche int, qui est, si vous voulez, cette partie-là de la parenthèse. D'accord? Donc mul, ce que je peux faire, c'est que je peux ranger, je vais l'appeler mul10, -bas 10, et je vais écrire que c'est égal, alors j'indente bien, mul 10 comme ça, on va l'interpréter. Et ce que ça fait, c'est que quand j'appelle mul10, bah maintenant mul10 c'est une fonction a réellement un argument, là j'ai pas le choix, j'ai qu'une seule entrée possible, je peux pas en mettre plus, je peux en mettre moins, voilà j'en mets 0, bah là vous avez compris, ça me redonne juste la valeur, mais si j'en mets une, mettons que je mette 20, bah ça va me renvoyer 201 parce qu'en fait mul10 c'est la fonction mul dans laquelle vous fixez, vous spécialisez, pour parler un peu de manière pédante, vous spécialisez le paramètre A à l'argument 10. Donc, on va l'écrire ici. Donc, l'application, on appelle ça une application partielle. L'application partielle mul 10 est la fonction de type int flèche int dans laquelle le paramètre, donc je vous rappelle, un paramètre c'est un symbole, hein. Là c'est le symbole petit a. Le paramètre petit a est spécialisé à la valeur, donc ici 10. Voilà. Et ça c'est la curification. Là vous l'avez vu sur une fonction toute simple à 2 entrées, vous pouvez étendre les choses à plusieurs entrées. Donc attention, quand vous faites du typage à la main, c'est-à-dire vous avez une situation de camel, voilà, vous avez des appels de fonctions et vous voulez deviner le type d'une fonction et que vous avez par exemple un appel à f, que vous ne connaissez pas vraiment le type. Vous l'appelez comme ça, mettons. Et là, si vous dites que f est une fonction à 3 entrées, c'est pas exact. Parce que f, si cette phrase-là est correcte, a au moins 3 entrées, la première de type int, la deuxième char et la troisième string. J'avais oublié le guillemets, string. Mais peut-être que ça n'est qu'une application partielle. Peut-être qu'en fait f marche avec 4 arguments, dont le dernier est un flottant. Peut-être. Voilà. Donc, comme vous pouvez appeler les fonctions partiellement, en vertu de la curification, dans un appel de fonction, vous ne pouvez pas être certain, juste en regardant l'appel, du nombre d'entrées réelles de la fonction. Voilà. Donc, dans l'exercice 1, bon, vous devez essayer de faire un petit peu tout ça, jouer un peu avec ça sur quelques exemples. Donc ça, je ne vous donne pas évidemment les réponses pour l'instant. Je vous laisse regarder. Évidemment, si vous avez des questions précises, je serai très content de vous aider. Ça va de soi. Dans la question 4, ça c'est intéressant. Il faut créer des fonctions avec un type donné. Donc regardez bien le parenthésage. Hein. Je vous rappelle que le parenthésage se fait de la droite vers la gauche de manière implicite. Donc exactement comme on a montré là. Et là, vous avez donc un parenthésage de la droite vers la gauche, puisqu'il n'y a pas de parenthèse, donc implicitement, on a le parenthésage qu'on connaît bien. Et pour F2, vous avez quelque chose de différent. On va la faire ensemble ici. F2, donc il faut juste un tout petit peu réfléchir, c'est pas très compliqué. F2, vous savez que vous avez besoin d'une entrée qui est une fonction, et ça vous renvoie un int. Donc là, vous avez F2, je vais placer une entrée qui est une fonction, qui est G. Et ça doit marcher comment? Ça doit faire en sorte que G soit interprétée, soit comprise comme étant une fonction de int vers int, donc je vais devoir l'utiliser dans un contexte adéquat pour avoir ce comportement. Donc c'est-à-dire que je vais donner à G en entrée un int, mettons 17, ça me paraît une valeur suffisante,
Et je vais, pour l'instant, si j'écris que ça, vous allez voir que là, vous n'allez pas avoir le bon type. Vous avez un prima qui apparaît pour l'instant parce que on ne sait pas ce que renvoie la fonction. G de 17, ça peut renvoyer une chaîne de caractères, par exemple. Donc là, le système d'inférence des types met un type général, à juste titre. Donc là, ce que je fais juste, pour dire que c'est bien un int, là, vous êtes libre de placer ce que vous voulez. Ben, je vais mettre, par exemple, moins 31. Voilà. Et là, ça va marcher avec le bon type. Vous voyez bien les parenthèses qui apparaissent quand elles sont obligatoires, c'est-à-dire quand elles ne sont pas dans l'ordre droite-gauche. Donc voilà, faites cet exercice tranquillement. Voilà, donc là vous avez un petit peu de unit aussi qui apparaît. Les fonctions de l'exercice 2 sont intéressantes, des fonctions sur une ligne. Alors il s'agit de programmer ici des fonctions qui font des opérations sur des listes. Ouais, vous avez des opérations rapides à faire qui utilisent la librairie standard du Camel et en particulier les fonctions list.map, list.forAll, list.filter et list.foldDeft. On va les revoir en cours. Pour l'instant, c'est une première approche. Vous allez voir qu'on est toujours tenté, quand on manipule des listes, de refaire soi-même son propre match pour parcourir les éléments, pour faire des recherches. Et en fait, dans 95% des cas, il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que les fonctions de traitement sur des listes, tout ce qui est tri, recherche d'éléments, opération dessus, peuvent se faire avec ces fonctions-là, sans avoir à reparcourir soi-même à la main, donc à réécrire un algorithme de parcours sur les listes. Alors je vais vous donner un exemple ici. J'ai pas envie de vous donner trop les réponses évidemment, mais je vais quand même essayer de vous aider suffisamment pour voir ce qui se passe. Donc calculer la liste des longueurs des chaînes de caractères de la liste animaux. Alors allons-y. Je vais essayer de la recopier. Je n'ai pas fait de test avant, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Pas du tout. Oula, ça marche pas du tout. Donc on va créer une nouvelle chaîne de caractères, tout simplement, avec des animaux maintenant fictifs. On va dire que ce sont des animaux qui sont disparus, malheureusement. Voilà, donc on a B3. Il faut mettre des points-virgules, sinon ce sera interprété comme un NUP. On a l'animal AA12. Un animal assez rare quand même. C'est D. Et puis un autre, pour avoir une chaîne un peu plus longue. Voilà, celui-ci. Donc j'ai cette chaîne-là, voilà. Donc, vous voyez, je ne mets même pas de point-virgule, il n'y en a pas besoin. Là, je ne suis pas dans l'interpréteur. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer la longueur de ces chaînes. Alors, ok, on va le faire de manière débutante pour commencer. Donc, on va calculer les longueurs chaîne liste. Je peux mettre un rec ici parce que ce sera une fonction récursive a priori, ça prend une liste en entrée. Et on va établir un match sur la liste LST. Quand la liste est vide, il n'y a rien à faire, donc on a la liste de longueur vide. Et quand j'ai un élément, alors on va être explicite, l'élément ce sont des chaînes de caractères dont j'écris str. On essaye de prendre des bonnes habitudes de programmation. Et là j'ai ma liste suivante, donc en général la convention consiste à mettre un prime, qui contre toute attente est un caractère accepté par notre interpréteur. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer alors string.length de str et on va le placer en tête de notre appel longueur chaîne liste appliqué avec évidemment LST'. Voilà, donc tout ça, si on ne s'est pas trompé, ça marche bien. Donc on va pouvoir, le tab évidemment ne marche pas ici, liste avec animaux. Voilà, donc ça a l'air assez cohérent avec ce qu'on a évidemment dans le bon ordre. Récursivement, vous pouvez observer que tout est bon. Si vous avez encore des problèmes avec les ordres de résultats des fonctions récursives, c'est pas très grave, mais il faut résoudre ce problème-là assez rapidement. Pour bien savoir directement quand vous avez des fonctions récursives, dans quel ordre les éléments se créent. Je pense que M. Bory vous a fait pas mal d'exercices avec des fonctions récursives main en C. Vous avez des printf à l'intérieur, des choses comme ça. C'est important, c'est vraiment important. Pas dramatique si c'est pas encore acquis, mais c'est important d'avoir directement dans votre esprit l'ordre qui apparaît. Dans des cas simples, il y a des cas compliqués où évidemment la réflexion doit se faire de manière un peu plus intense.
Donc très bien, longueur chaîne. Alors en fait, il y a une façon en une ligne de créer cette liste-là, beaucoup plus rapidement. Donc je vais envelopper ça dans une fonction, donc longueur chaîne liste, j'enlève le rec, vous allez voir qu'il n'y en a pas besoin. Et ce qu'on va faire, ça va être un list.map. List.map, ça prend en entrée une fonction qui est la transformation que vous souhaitez apporter. Ici, la transformation, c'est la longueur. Donc vous avez la fonction qui prend une chaîne de caractères, donc je vais écrire une fonction anonyme ici, funstr flèche string.length str. Alors ça, c'est une façon débutante d'écrire, on va l'améliorer tout à l'heure. Toujours est-il que là, vous avez votre transformation, c'est le premier argument du map. Vous voyez là, ça prend un élément de la liste de départ, l'élément visé, et ça prend une liste de départ, et ça calcule la liste des éléments visés. Vous voyez, alpha, alpha, bêta, et donc bêta ici. Pas de souci. Et là, vous placez donc la liste ici, LST. Donc, deuxième version. Alors, évidemment, je vais quand même la noter différemment pour éviter les problèmes de test qui pourraient apparaître. Voilà, et là, vous avez directement la bonne réponse. Alors, juste une chose, hein, là, vous avez une fonction anonyme qui prend str et qui renvoie l'application de la fonction len sur str. En fait, on pourrait écrire ça, je vais vous l'écrire en dessous, mais c'est exactement comme écrire ça. C'est juste la transformation length que vous avez ici. Vous voyez, string.length, c'est bien string flèche int. C'est exactement pareil que fun de str flèche string.length. C'est exactement pareil. Là, ok, vous avez juste un, parce que j'ai oublié le A, vous avez juste une petite erreur qui est involontaire. C'est le str, pardon, j'ai oublié. Vous voyez, ça ne change pas par rapport au cours, les erreurs sont toujours là de ma part. Et j'espère que pour vous, ça ne sera pas un problème. Voilà, donc string flèche int ici, comme exactement on avait pour string.length. Donc quand on est un peu plus habitué, on écrit ça comme ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, la mode consiste, et je pense que c'est une très bonne mode, consiste plutôt à écrire d'abord l'argument, liste en premier. Et pour inverser l'argument, vous avez l'opérateur barre verticale strictement supérieure qui consiste à écrire ça comme ça. Voilà, c'est vraiment ça, à mon sens, c'est la façon la plus avancée d'écrire. Donc cet opérateur-là, si vous voulez... oui, il faut que je mette entre parenthèses l'interpréter. Voilà, ça vous prend en fait une entrée, votre fonction, et ça vous permet donc d'inverser. Au lieu de mettre liste à la fin, comme ici, on décide de le mettre au début, et donc d'appliquer des transformations itératives, c'est-à-dire que là, je pourrais refaire un coup de map pour encore transformer ma liste d'entiers si j'avais envie. Donc ça me permet d'itérer les transformations, un peu comme un prog objet où vous incrémentez les points en fait pour attribuer, pour accéder aux méthodes d'une fonction. C'est un peu la même idée. Bon, si ça c'est pas clair, c'est pas grave. Voilà, donc essayez de répondre à ça avec les fonctions. Regardez un peu comment marche les listes.forAll. On les reverra en cours, mais c'est bien de regarder. Les listes existent, etc. Donc vous regardez un petit peu ça et ça marche bien. Donc vous avez aussi un procédé qui est le pliage, qui consiste à prendre tous les éléments d'une liste et à les associer pour créer un élément. Donc par exemple, vous avez le calcul de moyenne, le calcul de max dans une liste d'entiers. Vous avez le calcul de la concaténation des chaînes de caractères dans une liste de chaînes de caractères. Voilà, vous avez des opérations d'association qui sont offertes par la fonction list.foldLeft. Comment ça marche, juste pour vous donner un exemple. Je vais faire un list.foldLeft de l'opération plus, c'est-à-dire que je veux additionner mes éléments de la liste 0, 1, 3, 2, 4, 5, avec comme valeur initiale 0, pour ne pas influencer ma somme. Donc si je fais ça, ça me calcule bien. Ah oui, pardon, j'ai juste inversé le 0, je dois le mettre avant la valeur initiale. Voilà. Donc ça me donne bien 15. Maintenant, même chose, mais vous ne voulez pas calculer la somme, vous voulez calculer le max. Dans ce cas-là, vous mettez ici la fonction max. Alors vous pouvez le faire en deux temps. Max AB renvoie max de A de B. La valeur maximale, c'est bien 5. Ou on procède à la même technique qu'on a mise en place line 54.
Même si vous avez 2 arguments, ça marche tout pareil. J'enlève la création de fonction anonyme et je mets juste max comme ça. Alors attention, maintenant il y a un petit piège parce que là j'ai un 0, mais si je prends la liste -1, -2, le max c'est -1, et là ça me renvoyait 0 parce que j'ai un 0 qui pollue ici. Donc là la technique, pour pas influencer le max, parce qu'il n'y a pas d'élément neutre dans le monoïde max, si on n'est pas borné inférieurement tout simplement. Bon, là du coup on va mettre liste.hd de notre liste qu'il faudrait créer séparément, puisqu'on en a besoin ici 2 fois. Donc je vais faire ça. Ça fait une erreur, mais j'écris lst. Voilà, -1, -2. Et maintenant tout marche bien. On a bien -1. Voilà. Voilà, donc le reste, vous avez des choses du même type. Vous voyez ici des fonctions d'ordre supérieur qui prennent des comparaisons. Génération de permutation, je vous conseille de le mettre de côté. C'est un très bon exercice, mais un peu difficile parce que vous avez des types à gérer proprement, des listes de listes, et il peut y avoir des petits problèmes qui paraissent simples comme ça, mais dans le cœur de l'algorithme, ça peut poser des soucis. Donc à partir de l'exercice 6, vous passez aux arbres pour faire des maps sur les arbres que vous implantez vous-même. Donc, pas de difficulté. Si vous avez compris comment ça marche sur les listes, vraiment, il n'y a que 2 appels récursifs. Et voilà. Un fold également. Donc essayez de faire le maximum, vous n'êtes pas censé absolument tout faire du tout. Je vais mettre l'espace de rendu pour mon groupe et je vous tiens au courant pour la suite. Bon courage à tous, faites de votre mieux et à très bientôt.